Je m'appelle Léa et j'ai 28 ans. Noël a toujours été ma période préférée de l'année, remplie de souvenirs chaleureux, de réunions de famille, de rires résonnant dans notre vieille ferme et de l'odeur de la célèbre tarte aux pommes de ma mère qui embaumait chaque recoin. Mais le Noël dernier, tout a changé d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Ce qui avait commencé comme une réunion de famille pleine d'espoir s'est transformé en moment le plus dévastateur de ma vie lorsque ma propre mère s'est levée à notre table et a prononcé des mots qui ont brisé mon cœur en 1 million de morceaux. Avant de plonger dans ce récit, j'aimerais savoir d'où vous me lisez. Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus d'histoires de vie qui vous feront réfléchir à 2 fois aux dynamiques familiales. Croyez-moi, ce qui s'est passé ensuite vous montrera comment un seul moment de vérité peut tout changer pour toujours. En grandissant à Valmont, en Bourgogne, j'ai toujours pensé que j'avais la famille parfaite. Nous étions le genre de personnes qui allaient à la messe le dimanche, faisions des barbecues dans le jardin et prenions des photos de famille chaque matin de Noël. Mon père, Franck, a travaillé à l'usine locale pendant plus de 30 ans. Et ma mère, Éléonore, est restée à la maison pour élever mon jeune frère, Denis, et moi. Denis, qui a 25 ans maintenant, a toujours été l'enfant prodige. Athlète vedette au lycée, une bourse complète pour une grande école de commerce à Paris. Et maintenant, il travaille comme ingénieur dans une entreprise respectée de la capitale. Moi, mon chemin n'a pas été aussi direct. J'ai épousé mon amour de fac, Marc, juste après avoir obtenu mon diplôme, pensant que nous construirions une vie magnifique ensemble. Pendant 6 ans, j'ai essayé d'être l'épouse perfecte. Je travaillais comme coordinatrice marketing dans une petite agence de publicité, je gardais notre appartement impeccable et j'organisais des dîners élaborés pour les collègues de Marc. Mais derrière les portes closes, notre mariage s'effondrait. Marc était devenu distant, passant plus de temps au travail et moins de temps à me parler. Quand j'essayais de discuter de notre avenir, d'avoir des enfants, d'acheter une maison, il m'écartait avec des promesses que nous en parlerions plus tard. Ce plus tard n'est jamais venu. Puis, il y a 8 mois, j'ai découvert des messages sur son téléphone qui révélaient qu'il avait une liaison émotionnelle avec sa collègue Sarah depuis plus d'1 an. Quand je l'ai confronté, au lieu de remords, j'ai eu de la colère. Il m'a reproché d'être trop exigeante, trop en demande, de ne pas comprendre la pression qu'il subissait au travail. J'ai suggéré une thérapie de couple, mais Marc a refusé. Il a dit que j'étais dramatique, que ce n'était même pas une vraie liaison, puisqu'il ne s'était rien passé de physique. Mais je savais mieux. Ces conversations tard le soir, les rencontres secrètes pour un café, la façon dont il s'illuminait quand elle envoyait un texto. C'était toute l'intimité qui avait disparu de notre mariage, redirigée vers quelqu'un d'autre. Alors, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai demandé le divorce. La procédure a été éreintante. Marc s'est battu pour tout, de la division de nos petites économies, à qui obtiendrait la machine à café que nous avions reçue en cadeau de mariage. Au moment où tout a été finalisé, j'étais émotionnellement épuisée et financièrement en difficulté. Je ne pouvais pas me permettre de garder notre appartement avec mon seul salaire. J'ai donc pris la décision difficile de retourner temporairement à Valmont, le temps de me remettre sur pied. J'ai trouvé un petit 2 pièces au-dessus de la boulangerie Martin sur la rue principale. Ce n'était pas grand-chose, juste 40 mètres carrés qui sentaient perpétuellement le pain frais et le café, mais c'était à moi. Madame Martin, la propriétaire de 70 ans, m'a fait un prix sur le loyer en échange de quelques heures par semaine pour l'aider avec sa comptabilité. C'était humble, mais c'était un travail honnête, et j'étais fière de survivre par mes propres moyens.
La réaction de ma famille à mon divorce a été compliquée. Mes parents avaient adoré Marc, ou du moins l'idée qu'il s'en faisait. Il était charmant, avait du succès, et il correspondait à leur vision de ce que devrait être un bon mari. Quand je leur ai annoncé le divorce, il n'y a pas eu de « Est-ce que ça va ?» ou « Que pouvons-nous faire pour t'aider ?» À la place, il y a eu des questions sur ce que j'avais fait de mal, des suggestions que j'aurais peut-être dû essayer plus fort, des insinuations que j'étais peut-être trop sensible à propos de toute la situation. Denis s'était récemment fiancé à Patricia, une femme brillante qui terminait son internat pour devenir pédiatre. Elle venait d'une famille en vue. Son père était un chirurgien respecté et sa mère était impliquée dans toutes les bonnes œuvres caritatives. Patricia était tout ce que je n'étais pas, tout ce que ma famille aurait souhaité que je sois. Elle avait du succès, elle était posée, et surtout, elle mettait Denis en valeur. À l'approche de Noël, je me suis retrouvée à espérer désespérément que les fêtes nous rapprocheraient. Peut-être qu'être entourée des traditions familiales et des souvenirs d'enfance rappellerait à tout le monde que j'étais toujours la même Léa qu'ils avaient aimée, avant que ma vie ne se complique. J'ai dépensé de l'argent que je ne pouvais pas vraiment me permettre pour des cadeaux attentionnés pour tout le monde. Pour mon père, j'ai trouvé un vieil ensem, bleu d'outils de collection dans une brocante, qui me rappelait celui que son père avait utilisé. Pour ma mère, j'ai acheté une magnifique boule de Noël peinte à la main par un artiste local. Pour Denis et Patricia, j'ai choisi un élégant cadre photo, en espérant qu'ils l'utiliseraient pour leurs photos de fiançailles. J'avais même une nouvelle excitante à partager. Après des mois d'entretien, on m'avait offert un poste de coordinatrice marketing senior dans une entreprise en pleine croissance à Dijon. Cela signifiait une augmentation de salaire significative et la possibilité de déménager dans un appartement plus grand. Je pensais que cette bonne nouvelle aiderait sûrement à montrer à ma famille que je remettais ma vie sur les rails, que le divorce ne m'avait pas vaincue. La semaine avant Noël, ma mère a appelé pour finaliser les plans du dîner. Elle a mentionné qu'elle avait également invité la sœur de mon père, Géraldine, et son mari, Roger, ainsi que leur fils Clément. Tante Géraldine et oncle Roger vivaient à Lyon, où oncle Roger était un expert comptable prospère et tante Géraldine travaillait dans l'immobilier. Leur fils Clément, âgé de 30 ans, venait d'être nommé associé dans un prestigieux cabinet d'avocats et était exactement le genre de fils dont tout parent serait fier. Elle a également mentionné que les parents de Patricia, le docteur et Madame Lambert se joindraient à nous. Cela m'a un peu surprise, car ils n'avaient jamais été inclus dans notre Noël familial auparavant, mais je me suis dit que c'était logique étant donné les fiançailles. Néanmoins, cela signifiait que le dîner serait plus formel que d'habitude, plus une vitrine qu'une simple réunion de famille. En me préparant pour le dîner de Noël, j'ai ressenti un mélange de nervosité et d'espoir. C'était ma chance de montrer à tout le monde que j'allais bien, que j'étais forte, que je construisais une bonne vie pour moi-même malgré les revers. J'ai repassé ma plus belle robe, emballé les cadeaux avec soin et répété dans mon miroir comment j'annoncerais la nouvelle de mon travail. Tout allait être différent cette année. Tout allait être mieux. Le matin de Noël arriva, vif et clair, avec cette parfaite couche de neige poudreuse qui donne à tout l'air d'une carte de vœux. J'ai conduit sur la route familière, menant à la maison de mon enfance, passant devant l'école primaire où j'avais appris à lire, le parc où Denise et moi faisions de la luge chaque hiver, et l'église où nous étions allés chaque dimanche pendant 18 ans. Chaque point de repère ravivait des souvenirs de temps plus simples, où la famille ressemblait à un havre de paix plutôt qu'à un endroit où je devais prouver ma valeur. La maison était magnifique. Maman s'était surpassée avec les décorations cette année. Des guirlandes s'enroulaient autour de chaque pilier du port. Des lumières scintillantes soulignaient la ligne du toit et une énorme couronne était accrochée à la porte d'entrée rouge.
À travers les fenêtres, je pouvais voir le sapin de Noël dans le salon, décoré avec les mêmes ornements que nous avions collectionnés au fil des ans, chacun porteur d'un souvenir. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai rassemblé mes cadeaux sur le siège arrière et j'ai monté les marches du perron. Avant même que je puisse frapper, la porte s'est ouverte et Denis est apparu, l'air soigné et confiant dans son pull marine et son pantalon chino. Derrière lui se tenait Patricia, absolument magnifique dans une robe de couleur crème qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Ses cheveux sombres étaient coiffés en vagues parfaites et elle portait de discrètes boucles d'oreilles en perles qui captaient magnifiquement la lumière. « Léa, tu es là », dit Denis, me prenant dans une étreinte qui semblait sincère mais est-ce brève. « Patricia, tu te souviens de ma sœur Léa ?»« Bien sûr, tellement contente de te revoir, » dit Patricia avec un sourire chaleureux, mais qui, d'une manière ou d'une autre, n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « J'adore ta robe. Cette couleur te va si bien. » Le compliment me parut à double tranchant, bien que je ne puisse pas mettre le doigt sur la raison. C'était peut-être la légère insistance sur le mot « cette », comme si elle était surprise que quelque chose puisse bien m'aller. J'ai repoussé cette pensée, déterminée à rester positive. À l'intérieur, la maison bourdonnait d'activité. La table de la salle à manger avait été agrandie avec toutes les rallonges et recouverte de la plus belle porcelaine de maman, le service qui ne sortait que pour les grandes occasions. Les verres en cristal scintillaient sous le lustre et l'argenterie de famille était disposée avec une précision militaire. Ce n'était pas juste un dîner de Noël. Est une production. Dans la cuisine, maman orchestrait le repas comme un chef d'orchestre dirigeant une symphonie. Elle était magnifique dans sa robe vert forêt, ses cheveux grisonnants coiffés en vagues élégantes. Quand elle m'a vue, son visage s'est illuminé de ce qui semblait être un plaisir sincère. « Léa, ma chérie, tu es magnifique », dit-elle en m'embrassant sur la joue, tout en réussissant à ne pas déranger son rouge à lèvres. « La route n'a pas été trop mauvaise ?» Je m'inquiétais avec toute cette neige. « Ça l'a été, maman. Les routes sont plutôt dégagées. Tout a l'air incroyable. Tu t'es vraiment surpassée. » Eh bien, avec la venue des Lambert, je voulais que tout soit spécial. Le docteur Lambert est un homme si distingué et Madame Lambert est très impliquée dans l'association de l'hôpital. Je veux qu'ils se sentent les bienvenus chez nous. Voilà, c'était dit. Cette indication subtile que ce dîner visait en réalité à impressionner les parents de Patricia, pas à célébrer Noël en famille. Mais j'ai souri et proposé mon aide, pour être gentiment repoussée. « Oh non, ma chérie, j'ai tout sous contrôle. Pourquoi n'irais-tu pas dire bonjour à tout le monde dans le salon ?» Le salon ressemblait à un tableau de magazine de décoration. Papa était assis dans son fauteuil préféré, en pleine conversation avec le docteur Lambert sur les derniers développements de la chirurgie mini-invasive. Le docteur Lambert était exactement ce que l'on attend d'un chirurgien à succès. Des cheveux argentés distingués, une posture assurée et le genre de voix autoritaire qui vous donnait envie d'écouter quand il parlait. Oncle Roger et tante Géraldine admiraient le sapin de Noël avec Madame Lambert, une petite femme aux cheveux blonds parfaitement coiffés, qui dégageait le genre d'élégance discrète issue d'une vie de club privé et de déjeuner de charité. Elle posait des questions sur les ornements anciens, et tante Géraldine partageait des histoires sur nos traditions familiales. Et il y avait Clément, debout près de la cheminée avec un verre de vin, ayant l'air en tout point de l'avocat à succès dans son costume coûteux. À 30 ans, il avait le genre d'assurance qui vient de n'avoir jamais connu de véritable échec. Sa poignée de main était ferme, son sourire étudié, et ses questions sur ma vie ressemblaient plus à une déposition qu'à une conversation décontractée. « Alors, Léa, j'ai entendu dire que tu es revenue vivre à Valmont. Comment trouves-tu la vie dans une petite ville après avoir été en ville ?»« C'est en fait très agréable, » dis-je en essayant de paraître optimiste.
Il y a quelque chose de réconfortant à être de retour là où j'ai grandi, et le rythme est un peu plus lent, ce que j'apprécie en ce moment. J'imagine, dit-il avec un signe de tête entendu. Parfois, nous avons tous besoin de prendre du recul et nous regrouper. J'imagine que l'année a été difficile pour toi. La façon dont il a dit « difficile » le faisait sonner comme un défaut de caractère, plutôt qu'une circonstance de la vie. Mais avant que je puisse répondre, Denis est apparu avec Patricia, rayonnant, annonçant qu'ils avaient quelque chose à partager. « Nous avons fixé une date pour le mariage », dit Patricia, tendant sa main gauche pour montrer sa bague de fiançailles. Elle était éblouissante, un solitaire classique qui captait magnifiquement la lumière. Le 15 juin, et nous prévoyons de faire la cérémonie en Toscane. La famille de Patricia a des contacts là-bas, et nous avons trouvé cette villa incroyable qui surplombe la campagne. La pièce a éclaté en félicitations et en questions excitées. Le docteur Lambert rayonnait de fierté en décrivant le lieu. Madame Lambert a sorti son téléphone pour montrer des photos de l'endroit. Et mes parents avaient l'air absolument ravis d'y être liés à une célébration aussi élaborée. Un mariage en Italie, dit maman en joignant les mains. Comme c'est romantique. Et quelle chance pour nous tous de voyager là-bas ensemble. J'ai ressenti un petit pincement au cœur à la supposition que nous tous pourrions nous permettre un tel voyage, mais j'ai souri et ajouté mes félicitations au cœur. C'était le moment de Denis et Patricia, et je voulais sincèrement qu'ils soient heureux. Alors que la conversation se poursuivait, je me suis retrouvée de plus en plus silencieuse. Chaque sujet semblait mettre en lumière le succès ou la bonne fortune de quelqu'un d'autre. Clément achetait une maison dans un quartier chic de Lyon. Le docteur Lambert venait d'être nommé chef de service à l'hôpital. Madame Lambert présidait un gala de charité qui avait déjà récolté plus de 50 000 € pour la recherche sur le cancer infantile. Quand il y eut enfin une accalmie dans la conversation, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé de partager ma nouvelle. En fait, j'ai aussi une nouvelle excitante, dis-je, en essayant de faire correspondre l'enthousiasme de la pièce. On m'a offert un nouveau poste de coordinatrice marketing senior dans une entreprise à Dijon. C'est un grand pas en avant, tant en termes de responsabilité que de salaire. La réponse fut polie mais tiède. Quelques commentaires du genre « c'est bien », quelques hochements de tête, mais rien de comparable à l'excitation qui avait accueilli l'annonce du mariage de Denis et Patricia. La conversation a rapidement bifurqué vers d'autres sujets, et j'ai réalisé que ma réussite ne correspondait pas aux normes de succès célébrées dans cette pièce. Le dîner fut annoncé et nous nous sommes tous déplacés vers la salle à manger, où maman avait créé un festin digne d'un magazine. La dinde était dorée et parfaitement découpée. Les plats d'accompagnement étaient disposés avec art dans ses plus beaux plats de service, et tout était garni d'herbes fraîches et de touches de saison. Cela aurait dû être un moment de convivialité et de gratitude familiale. Mais au lieu de cela, j'avais l'impression d'assister à une performance dont on ne m'avait pas donné le scénario. Alors que nous nous installions autour de la grande table, je me suis retrouvée assise entre tante Géraldine et madame Lambert, juste en face de Clément et Patricia. Denis était assis à un bout de la table à côté de papa, tandis que maman prenait place à l'autre bout, parfaitement positionnée pour orchestrer à la fois le service du repas et la conversation. La conversation du dîner se déroulait comme une danse soigneusement chorégraphiée. Clément nous a régalé d'histoires de son cabinet d'avocat, décrivant des affaires de premier plan qu'il ne pouvait pas nommer, mais dont il pouvait faire allusion de manière impressionnante. La dernière victoire, consistait à défendre une grande entreprise contre ce qu'il décrivait comme des plaintes environnementales abusives, et oncle Roger hochait la tête en signe d'approbation devant le succès de son fils à protéger les intérêts des entreprises. La clé est de comprendre que les affaires animent l'économie, expliqua Clément en coupant sa dinde avec des mouvements précis. Lorsque vous protégez des entreprises responsables contre des litiges excessifs,
vous protégez en réalité les emplois et l'innovation. Le docteur Lambert a rebondi avec son propre point de vue sur les poursuites abusives dans le domaine médical, et bientôt, les deux hommes de profession étaient engagés dans le genre de discussion sérieuse qui donnait à tous les autres à table l'impression d'être des observateurs plutôt que des participants. Denis et Patricia ont fait une transition transparente vers la planification de leur mariage. Patricia décrivant l'expérience d'essaillage de robe qu'elle avait vécue à Paris avec sa mère et sa future belle-mère. Les yeux de Madame Lambert pétillaient alors qu'elle racontait la journée, la faisant ressembler à une scène de film romantique. Nous sommes allés dans cette boutique spécialisée dans les robes de créateurs, dit Madame Lambert, sa voix remplie de la fierté qui vient du fait de pouvoir s'offrir le meilleur. Patricia était absolument magnifique dans tout ce qu'elle a essayé. Mais quand elle a enfilé cette robe en particulier, nous avons toutes su. Même la vendeuse s'est mise à pleurer. Cela semble magique, dit maman, et je pouvais entendre la nostalgie dans sa voix. Elle n'avait jamais eu l'expérience de choisir une robe de mariée avec moi. Mon mariage avait été planifié rapidement et avec un budget serré, avec une robe d'un grand magasin et une petite cérémonie dans la salle paroissiale de l'église. Nous prévoyons aussi la plus merveilleuse lune de miel, continua Patricia. 2 semaines en Grèce, à sauter d'île en île dans les Cyclades. Denis a trouvé cet itinéraire incroyable qui inclut des charters de yachts privés entre certaines îles. La conversation dépeignait une vie que je ne pouvais même pas imaginer me permettre. Des charters de yachts privés, des robes de mariée de créateurs, des mariages dans des villas italiennes. Ce n'étaient pas seulement des choix différents, c'étaient des mondes différents. Et j'étais de plus en plus consciente que je n'appartenais pas à celui-ci. Quand tante Géraldine m'a interrogée sur mon travail, j'ai de nouveau tenté de partager mon enthousiasme pour la nouvelle opportunité d'emploi. L'entreprise est vraiment innovante, ai-je expliqué. Ils font un travail de pointe en marketing digital et ils se développent rapidement. Le poste me donnerait la chance de gérer mes propres comptes et de vraiment développer mes compétences d'une manière que je n'ai pas pu faire auparavant. Ça a l'air bien, ma chérie, dit tante Géraldine, avec le genre d'intérêt poli que l'on montrerait pour le dessin d'un enfant. Le marketing digital. C'est très moderne, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à suivre toutes ces choses informatiques moi-même. Oncle Roger est intervenu avec ce qu'il pensait probablement être un conseil utile. La clé est de trouver la stabilité, Léa. Ces nouvelles entreprises, elles peuvent être là aujourd'hui et disparaître demain. Tu veux chercher des entreprises établies avec des fondations solides. C'est comme ça qu'on construit une vraie carrière. Roger a tout à fait raison, ajouta le docteur Lambert. En médecine, nous insistons toujours sur l'importance des méthodes éprouvées par rapport aux approches expérimentales. Parfois, le plus récent n'est pas nécessairement le meilleur. J'ai senti mon enthousiasme se dégonfler comme un ballon percé. Ce qui m'avait semblé être une opportunité excitante était rejeté comme risqué et potentiellement insensé. J'ai essayé d'expliquer que l'entreprise existait depuis 5 ans et avait une liste de clients impressionnante. Mais la conversation avait déjà changé de sujet. Clément décrivait sa récente recherche de maison, et soudain, tout le monde était de nouveau fasciné. Il avait trouvé une belle maison de maître dans un quartier exclusif, avec un garage pour 3 voitures et une piscine. Le prix qu'il a mentionné nonchalamment était plus que ce que j'espérerais gagner en 3 ans. L'important, dit Clément, c'est d'entrer dans le bon quartier. La valeur des biens immobiliers, les secteurs scolaires, le genre de voisins avec lesquels vous voulez que vos futurs enfants grandissent. On ne peut pas mettre de prix là-dessus. Absolument, approuva maman avec enthousiasme. L'environnement est si important, surtout quand on pense à élever une famille. On veut être entouré de gens qui partagent vos valeurs, qui travaillent vers les mêmes objectifs. L'insinuation flottait dans l'air comme de la fumée. Le bon type de personne, le bon type de quartier, le bon type d'objectif. En comparaison,
Mon appartement au-dessus d'une boulangerie dans la petite ville de Valmont était clairement le mauvais type de tout. Denis, sentant peut-être la tension, a essayé de m'inclure dans la conversation. Léa a toujours été douée avec les gens, dit-il. Elle a cette capacité naturelle à se connecter avec les clients et à comprendre ce dont ils ont besoin. C'est probablement pour ça qu'elle réussit dans le marketing. Mais même sa tentative de m'inclure me parut condescendante. C'était le genre de compliment que l'on ferait à quelqu'un dont les véritables réalisations étaient trop modestes pour être mentionnées. Un trophée de participation sous forme conversationnelle. Au fur et à mesure que le repas avançait, je ai remarqué comment les conversations s'écoulaient naturellement autour de moi, plutôt qu'à travers moi. Quand je commençais à contribuer à une discussion, il y avait une attention polie pendant un moment, puis quelqu'un redirigeait doucement vers un autre sujet ou une autre personne. Ce n'était pas assez évident pour être signalé, mais c'était assez constant pour être intentionnel. Le pire était de voir les réactions de mes parents aux réussites de tous les autres par rapport à leurs réponses aux miennes. Quand Clément parlait de sa maison, papa posait des questions détaillées sur le quartier et le potentiel d'investissement. Quand Patricia mentionnait son internat, maman voulait tout savoir sur sa spécialité et ses futurs projets de cabinet. Mais quand j'essayais de partager des détails sur ma nouvelle opportunité d'emploi, leurs réponses étaient superficielles, presque distraites. J'ai commencé à réaliser que ce n'était pas seulement un dîner de famille. C'était une évaluation et j'échouais à répondre aux normes établies par tous les autres à table. Mon divorce n'était pas seulement un revers personnel, c'était un embarras familial. Ma situation de logement temporaire n'était pas seulement une solution pratique, c'était une preuve d'échec. Mes perspectives d'emploi n'étaient pas des opportunités excitantes. Elles étaient des tentatives désespérées de sauver une vie décevante. Le dîner de Noël, que j'avais espéré être une célébration de la convivialité familiale, se transformait en une vitrine de tout ce que je n'étais pas, de tout ce que je n'avais pas accompli, de tout ce que je ne pouvais pas me permettre. Et le pire, c'est que je voyais la déception de mes parents grandir à chaque comparaison, chaque rappel subtil de combien je n'étais pas à la hauteur de leurs attentes. Alors que le dessert était servi, la fameuse tarte aux pommes de maman aux côtés de la contre, ébution de Patricia, quelques pâtisseries françaises élaborées d'une boulangerie haut de gamme, la conversation a pris une tournure qui m'a noué l'estomac d'effroi. Le docteur Lambert, peut-être sous l'effet du vin, est devenu plus philosophique sur les choix de vie et la responsabilité personnelle. Vous savez, dit-il en coupant une part de tarte avec la précision d'un chirurgien, j'ai toujours cru qu'à la fin de la vingtaine, on devrait avoir une direction claire. La vie consiste à prendre de bonnes décisions de manière cohérente, pas seulement à espérer que les choses s'arrangeront. Madame Lambert hocha la tête en signe d'accord. Nous avons toujours appris à Patricia que les choix ont des conséquences. Quand on s'engage dans quelque chose, que ce soit un chemin de carrière, une relation ou un style de vie, il faut aller jusqu'au bout. Abandonner quand les choses deviennent difficiles n'est pas vraiment une option. J'ai ressenti le commentaire comme un coup physique. Bien qu'il ne me regardait pas directement, le moment et le contenu rendaient évident que mon divorce était en discussion, même indirectement. J'ai pris une gorgée de vin, espérant que cela calmerait mes nerfs, mais mes mains tremblaient déjà légèrement. Clément, encouragé par la direction de la conversation, a décidé de partager sa propre sagesse sur l'engagement et la persévérance. En droit, nous voyons beaucoup de gens qui veulent des solutions faciles à des problèmes complexes, dit-il, son ton prenant la qualité autoritaire qu'il utilisait probablement dans les tribunaux. Mais la réalité est que la plupart des problèmes dans la vie peuvent être résolus si vous êtes prêt à travailler assez dur et à faire les sacrifices nécessaires. C'est une question de responsabilité personnelle. Oncle Roger leva son verre en signe d'accord. C'est exactement ça.
Ta génération, Clément, comprend la valeur de la persévérance. Trop de gens aujourd'hui veulent abandonner dès que les choses deviennent difficiles au lieu de se retrousser les manches et de faire le travail. Je pouvais sentir tous les yeux se tourner vers moi, même si personne n'était explicite sur sa cible. Le message était clair. J'étais la démissionnaire à table, la personne qui n'avait pas voulu faire le travail, qui avait choisi la facilité quand son mariage était devenu difficile. Parfois, dis-je doucement, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. La chose la plus difficile n'est pas de rester dans une mauvaise situation. Parfois, la chose la plus difficile est d'avoir le courage de partir. La table tomba dans le silence pendant un instant, et j'ai immédiatement regretté d'avoir parlé. Le visage de maman se crispa de ce qui ressemblait à de l'embarras, et papa se tortilla mal à l'aise sur sa chaise. Denis, essayant peut-être de désamorcer la tension, se racla la gorge et tenta de changer de sujet. « Eh bien, je pense que nous devrions nous concentrer sur les choses positives ce soir. C'est Noël, après tout. » Mais maman, au lieu de suivre son exemple, décida que c'était le moment pour ce qu'elle considérait probablement comme de l'amour vache. « Léa, ma chérie, » dit-elle, sa voix prenant ce ton condescendant que les parents utilisent lorsqu'ils s'apprêtent à donner des conseils de vie non sollicités. « Je pense que ce que tout le monde essaie de dire, c'est que nous nous soucions de toi et que nous sommes inquiets. Tu as 28 ans et tu vis comme une étudiante. Tu as renoncé à ton mariage sans vraiment essayer de le réparer, et maintenant tu prends des décisions basées sur la peur plutôt que sur la sagesse. J'ai eu l'impression que tout l'oxygène avait été aspiré de la pièce. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge du grand-père dans le couloir, le son lointain des enfants des voisins jouant de horse, et mon propre cœur battant à tout rompre dans mes oreilles. Je n'ai pas renoncé à mon mariage, dis-je, ma voix plus forte maintenant, mais toujours contrôlée. J'ai quitté un mariage où mon mari était émotionnellement impliqué avec une autre femme et refusait d'aller en thérapie. Je suis partie parce que rester aurait signifié accepter la trahison comme quelque chose de normal. Mais les mariages fonctionnent, ma chérie, intervint tante Géraldine, se sentant clairement habilitée à partager son opinion. Tous les mariages traversent des périodes difficiles. La question est de savoir si tu es prête à te battre pour quelque chose qui vaut la peine d'être sauvé. Comment savez-vous que ça ne valait pas la peine d'être sauvé ? Demandai-je, sentant mon sang-froid commencer à se fissurer. Comment savez-vous ce qui se passait derrière les portes closes de mon mariage ? Le docteur Lambert posa sa fourchette et me regarda avec le genre d'évaluation clinique qu'il utilisait probablement avec des patients difficiles. Léa, personne ici ne t'attaque. Nous essayons de t'aider à voir que les schémas de comportement ont tendance à se répéter. Si tu n'apprends pas de cette expérience et que tu ne fais pas de choix différents à l'avenir, tu risques de te retrouver dans des situations similaires. La condescendance dans sa voix était accablante. Cet homme, qui me connaissait depuis exactement 3 heures, psychanalysait mes choix de vie et prédisait mes futurs échecs. Et ma famille hochait la tête, comme si ses idées étaient une profonde sagesse, plutôt qu'un jugement présomptueux. Quel genre de choix différent ? Demandai-je, bien que je redoutais la réponse. Eh bien, dit madame Lambert délicatement, en s'épongeant les lèvres avec sa serviette. Peut-être être plus réaliste quant à tes attentes. Tout le monde n'est pas fait pour le genre de carrière exigeante qui t'éloigne et des responsabilités familiales. Certaines personnes sont plus heureuses dans des rôles plus traditionnels. Patricia, qui était restée silencieuse pendant la majeure partie de cet échange, prit enfin la parole. Je pense que ce que tout le monde veut dire, c'est que l'équilibre est important. Je poursuis ma carrière médicale, mais je comprends aussi que la famille passe en premier. Quand Denise et moi nous marierons, je m'assurerai que mes choix de carrière soutiennent nos objectifs de couple et non qu'ils rivalisent avec eux.
C'était une réponse-non-réponse si parfaitement diplomatique qu'elle réussissait à la fois à soutenir la position de tous les autres, tout en me faisant paraître encore plus déraisonnable de ne pas avoir atteint le même équilibre. Le pire, c'est que Patricia croyait probablement sincèrement qu'elle était utile. Denis, visiblement de plus en plus mal à l'aise avec la direction de la conversation, tenta une fois d'en finir avec la conversation et plus de réorienter le débat. Peut-être devrions-nous parler d'autre chose. Léa fait de son mieux pour reconstruire sa vie, et elle n'a pas besoin que nous lui tombions dessus avec des conseils qu'elle n'a pas demandés. Mais maman n'avait pas fini. Elle avait clairement préparé ce moment depuis des mois, et rien n'allait l'empêcher d'avoir son mot à dire. Non, Denis, je pense que cette conversation doit avoir lieu, dit-elle, sa voix prenant un ton de résolution déterminée. Nous avons tous marché sur des œufs autour de Léa pendant des mois, prétendant que tout allait bien, alors que ce n'est pas le cas. Parfois, les gens ont besoin d'entendre la vérité, même si elle est inconfortable. J'avais l'impression de regarder un accident de voiture au ralenti, impuissante à arrêter ce qui allait se passer, mais incapable de détourner le regard. Le pire, c'est qu'une partie de moi avait toujours su que ce moment viendrait. La tolérance polie, la déception subtile, la manière prudente dont ma famille me traitait depuis le divorce, tout cela avait mené à ça. « Quelle vérité, maman ?» demandai-je, sans être sûre de vouloir vraiment connaître la réponse. Elle regarda autour de la table, cherchant le soutien des invités assemblés, et je vis plusieurs petits hochements de tête d'encouragement. Puis, elle se leva, redressa les épaules et prononça les mots qui allaient tout changer entre nous pour toujours. Maman se tenait au bout de la table, telle une juge s'apprêtant à rendre un verdict. La lumière des bougies vacillait sur son visage, projetant des ombres qui rendaient son expression plus dure que je ne l'avais jamais vue. La pièce était complètement silencieuse, à l'exception du doux tic-tac de l'horloge et du son lointain de la musique de Noël jouant quelque part dans le voisinage. « Eh bien, Léa » commença-t-elle, sa voix empreinte de ce calme forcé qui précède une explosion. « Puisque tu insistes pour contester tout le monde et trouver des excuses à ta situation, je pense qu'il est temps que quelqu'un soit complètement honnête avec toi. » Je sentis mon sang se glacer dans mes veines. Une partie de moi voulait se lever et partir sur le champ, prendre mon manteau et sortir avant que ce qui allait arriver ne puisse détruire ce qui restait de notre relation familiale. Mais j'étais figée sur place, piégée par des années de conditionnement qui me disaient de rester assise et d'encaisser tout ce que ma famille décidait de me servir. Maman regarda chaque invité autour de la table comme si elle cherchait leur permission pour ce qu'elle s'apprêtait à faire. Le docteur et madame Lambert restaient parfaitement immobiles, leur visage soigneusement neutre. Mais leurs yeux brillaient de l'intérêt que les gens ont lorsqu'ils sont sur le point d'assister à quelque chose de dramatique. Clément se pencha légèrement en arrière, erre sur sa chaise, son expression étant celle d'une curiosité professionnelle, comme s'il observait une étude de cas fascinante. Oncle Roger et tante Géraldine échangèrent un regard entendu qui suggérait qu'ils attendaient ce moment. « La vérité, » continua maman, sa voix devenant plus forte et plus assurée à chaque mot, « c'est que nous avons honte de toi. » Les mots me frappèrent comme un coup physique. Je sentis mon corps reculer comme si elle m'avait giflé. La pièce sembla basculer légèrement, et je m'agrippais au bord de la table pour me stabiliser. « Nous avons essayé de te soutenir » poursuivit-elle, apparemment inconsciente ou indifférente à la dévastation qu'elle causait. « Nous avons essayé d'être compréhensifs quant à tes choix et tes difficultés, mais ça suffit. Tu as 28 ans, Léa. Tu devrais être installée maintenant, construire quelque chose de significatif dans ta vie, au lieu de passer d'une crise à l'autre comme une adolescente. » Elle fit un geste large, comme si elle présentait des preuves à un jury. « Regarde autour de cette table. Regarde ce que tout le monde a accompli.
Clément est un avocat à succès qui possède sa propre maison et contribue de manière significative à sa communauté. Patricia termine son internat en médecine et sauvera bientôt des vies d'enfants. Denis a bâti une carrière stable et planifie un avenir magnifique avec une femme qui partage ses valeurs et ses ambitions. Chaque comparaison était comme un nouveau couteau qu'on tournait dans ma poitrine. Mais elle n'avait pas fini. « Et puis, il y a toi ?» dit-elle, sa voix prenant un ton de résignation déçue. Vivant dans un minuscule appartement au-dessus d'une boulangerie comme une sorte de décrocheuse universitaire. Travaillant à des emplois qui paient à peine assez pour couvrir tes dépenses de base. Divorcée parce que tu n'as pas pris la peine de travailler sur ton mariage quand c'est devenu difficile. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je pouvais entendre ma propre respiration, courte et rapide, et le battement assourdissant de mon cœur dans mes oreilles. Je regardais autour de la table, espérant désespérément voir un signe de soutien, une indication que quelqu'un pensait que cela allait trop loin, que c'était trop cruel. Mais ce que je vis était pire qu'une hostilité active. Je vis des hochements de tête approbateurs. Je vis des visages qui suggéraient que c'était un remède difficile, mais nécessaire. Je vis des gens qui pensaient que ma mère disait enfin ce qui devait être dit. Papa se racla doucement la gorge, et, un instant, j'espérais qu'il allait intervenir, me défendre, rappeler à tout le monde que j'étais sa fille et que je méritais un meilleur traitement que celui-ci. Au lieu de cela, il dit tranquillement « Ta mère a raison, Léa. Nous nous inquiétons pour toi depuis longtemps et nous ne savons pas comment te faire comprendre. » Denis avait l'air profondément mal à l'aise, le visage rouge d'embarras, mais il resta silencieux. Patricia lui serra la main en signe de soutien, son expression étant celle d'une préoccupation sympathique, comme si elle était désolée pour lui de devoir assister à l'humiliation publique de sa sœur. « Un mariage raté ?» continua maman, se sentant clairement encouragée par le soutien qu'elle recevait. Vivre comme une adolescente, pas de réelle perspective de carrière à 28 ans. Comprends-tu à quel point c'est embarrassant pour nous? As-tu la moindre idée de ce que les gens disent quand ils nous interrogent sur nos enfants? Je peux me vanter de Denis et de ses réalisations, de sa belle fiancée, de son avenir prometteur. Mais que suis-je censée dire à propos de toi? Elle fit une pause, laissant la question flotter dans l'air, comme un nuage toxique. Peut-être que si tu l'entendais de nous tous, dit-elle en faisant un geste autour de la table, tu comprendrais enfin que le problème, ce ne sont pas les autres. Le problème, c'est toi. Tes choix, ton attitude, ton refus de prendre la responsabilité de ta propre vie. C'est à ce moment-là que Denis a ri. Cela a commencé comme un petit rire nerveux, le genre de son que les gens font quand ils sont mal à l'aise et ne savent pas comment réagir autrement. Mais ensuite, il est devenu plus fort, plus confiant, comme s'il avait décidé que se joindre à la meute était plus facile que de prendre ma défense. « Peut-être que maman a raison, » dit-il, sa voix portant une note d'amusement cruel. « Peut-être que tu as besoin d'entendre ça de la part de gens qui tiennent à toi avant d'écouter vraiment. » Son rire fut comme de l'essence sur un feu. Soudain, Clément se mit à rire aussi, secouant la tête comme si ma situation était en quelque sorte amusante, plutôt que tragique. Même oncle Roger laissa échapper un petit ir, le genre qui suggérait qu'il trouvait ma correction attendue depuis longtemps. Le son de leur rire mêlé au sermon continu de ma mère créa un cauchemar surréaliste digne d'un film d'horreur. Ces gens qui étaient censés m'aimer, me soutenir, riaient littéralement de ma douleur. « Regardez son visage !» dit maman, comme si je n'étais pas assise juste là, comme si je ne pouvais pas entendre chaque mot. C'est le regard de quelqu'un qui comprend enfin ce que tout le monde pensait, mais était trop poli pour le dire. La cruauté totale du moment était accablante. Ce n'était pas de l'amour vache
ou une intervention inquiète. C'était une humiliation publique, exécutée devant un public conçu pour me briser complètement. Et le pire, c'est que ça marchait. Je sentais mon estime de moi, déjà fragile à cause du divorce et des difficultés de l'année écoulée, s'effondrer sous le poids de leur jugement collectif. Je regardais une dernière fois Otto, hors de la table, cherchant désespérément ne serait-ce qu'un visage, montrant de la sympathie, une personne qui pensait que cela était allé trop loin. Mais ce que je vis, c'était une salle pleine de gens qui avaient décidé que je méritais ce traitement, que j'avais attiré cette honte et cette humiliation sur moi-même par mes échecs et mes mauvais choix. C'est alors que quelque chose en moi a basculé. La dévastation était toujours là. Le chagrin était toujours écrasant. Mais sous tout cela, je sentis quelque chose d'autre commencer à naître. C'était petit au début, juste une minuscule flamme d'indignation. Mais elle devenait plus forte à chaque seconde qui passait. Il voulait me faire honte de mes choix. Très bien, mais si nous devions laver notre linge sale en public et juger la vie des autres, alors tout le monde à cette table était sur le point de découvrir que j'avais aussi quelques vérités à partager. Je suis restée assise pendant ce qui m'a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré que quelques secondes, sentant le poids de leurs regards. Quelque chose se produisait en moi que je n'avais jamais ressenti auparavant. Toute ma vie, j'avais été la pacificatrice, celle qui aplanissait les conflits et essayait de mettre tout le monde à l'aise. J'avais avalé les critiques, accepté le blâme et intériorisé chaque regard déçu que ma famille m'avait jamais lancé. Mais en regardant autour de cette table les visages des gens qui prétendaient m'aimer tout en me détruisant activement, quelque chose de cristallin et d'incassable s'est formé dans ma poitrine. C'était la clarté, pure et simple. Pour la première fois de ma vie, je voyais ma famille clairement, sans les filtres de l'obligation et des vœux pieux. Je me suis levée lentement, mes mouvements délibérés et contrôlés. Les rires se sont tus immédiatement, remplacés par un silence surpris. L'expression confiante d'« avait pas fini, loin de là. La honte, c'est de prétendre pendant 16 ans que tout allait bien, que notre famille était parfaite, pendant que tu te faufilais avec ton professeur de tennis. Tu te souviens de lui, maman? Richard, celui qui a soudainement déménagé en Floride juste après que papa t'ait confronté. Le silence dans la pièce était différent maintenant. Ce n'était plus l'attente feutrée d'un public attendant un spectacle. C'était le silence suffocant de gens réalisant qu'ils étaient sur le point d'assister à quelque chose qui changerait tout de manière permanente. Je me suis tournée vers mon père et mon cœur s'est un peu brisé en voyant la douleur dans ses yeux. Mais j'étais incapable de m'arrêter maintenant. Et la honte, papa, c'est de boire jusqu'à t'endormir tous les soirs pendant 2 ans en prétendant que tout allait bien. Tu penses que je ne sentais pas le whisky sur ton haleine quand tu me bordais? Tu penses que je n'ai pas remarqué les bouteilles cachées dans le garage derrière les décorations de Noël? Le visage de papa est devenu cendré. Il a commencé à parler, mais aucun mot n'est sorti. Mais on ne parle pas de ces choses-là dans cette famille, n'est-ce pas? Ai-je continué, ma voix gagnant en puissance et en élan. On fait juste semblant que ça n'est pas arrivé et on se concentre sur le maintien des apparences. On garde les secrets de famille et on juge tout le monde de ne pas être assez parfait. Je me suis tournée vers Denis et pour la première fois depuis que j'avais commencé à parler, ma voix s'est légèrement adoucie d'une tristesse sincère. Et Denis, le doux Denis, que tout le monde croit si parfait. Devrais-je leur parler de ta 2e année d'université, de Juliette Martin, et de comment tu m'as supplié de t'aider à couvrir ton infidélité pour que Patricia ne le sache jamais? De comment je lui ai menti
en face à cette fête, quand elle m'a demandé directement si je savais quelque chose sur les rumeurs qu'elle avait entendues. Denis est devenu complètement blanc. La tête de Patricia s'est tournée brusquement vers lui, ses yeux grands ouverts de choc et de quelque chose qui ressemblait à un début de compréhension. « Ou devrions-nous parler d'histoires plus récentes ?» ai-je continué. « Comme le mois dernier, quand tu m'as appelé en pleurant, parce que tu avais des doutes sur le mariage, quand tu as dit que tu te sentais piégé par les attentes de tout le monde et que tu te demandais si tu ne faisais pas la plus grosse erreur de ta vie. »« Ça suffit, » dit Denis, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Mais j'étais bien au-delà de l'écoute de ces protestations. Je regardais autour de la table nos distingués invités, ces gens qui s'étaient assis ici pour juger ma vie tout en se présentant comme des modèles de succès et d'autorité morale. « Vous voulez parler de honte ? » « Ah !» dis-je, m'adressant à la pièce. « La honte, c'est de s'asseoir dans la maison de quelqu'un d'autre, de manger sa nourriture et de participer à la destruction systématique de sa fille. La honte, c'est de penser que votre succès vous donne le droit de porter un jugement sur quelqu'un dont vous ne connaissez rien des difficultés. » Je me suis retournée vers ma mère, qui pleurait maintenant silencieusement, des larmes coulant sur son visage soigneusement maquillé. « Mais la plus grande honte, maman, celle qui devrait t'empêcher de dormir la nuit, c'est celle-ci. J'ai divorcé de quelqu'un qui m'a trahi plutôt que de vivre un mensonge. J'ai choisi l'honnêteté plutôt que la commodité, la vérité plutôt que les apparences. J'ai choisi de construire une vie basée sur l'intégrité plutôt que sur le faux semblant. Et tu as honte de moi pour ça. » Ma voix s'est élevée pour la première fois, portant toute la douleur, la colère et la déception de 28 ans. Je reconstruis ma vie avec courage et honnêteté, quelque chose que cette famille ne reconnaîtrait pas, même si ça vous frappait au visage. Je vis dans un petit appartement parce que je paie mon propre chemin, au lieu d'accepter l'argent de gens qui pensent que le soutien financier leur donne le droit de me contrôler et de m'humilier. Je travaille à des emplois qui ne vous impressionnent peut-être pas, mais au moins, je ne construis pas mon succès sur des mensonges et des secrets cachés. Je fis une pause, regardant une dernière fois autour de la table les visages des gens qui avaient pensé pouvoir me briser et me reconstruire à leur image. « Vous avez honte de moi ?» dis-je, ma voix maintenant calme, stable et absolument certaine. « Bien. Je suis fière de décevoir des gens qui pensent que maintenir les apparences est plus important que de maintenir son intégrité. Je suis fière d'être l'échec de la famille, dans une famille qui définit le succès comme la capacité à cacher son dysfonctionnement derrière des vêtements chers et des titres de poste impressionnants. » Le silence qui a suivi était complet et dévastateur. Les pleurs silencieux de maman étaient le seul son dans la pièce, ponctué par le reniflement occasionnel de quelqu'un d'autre qui commençait enfin à mesurer le poids de ce qui venait de se passer. Si être honnête sur mes difficultés et choisir l'intégrité plutôt que la facilité vous fait honte de moi, dis-je en ramassant mon sac à main et mon manteau de la chaise derrière moi, alors je suis fière d'être tout ce dont vous avez honte. Les conséquences furent immédiates et chaotiques. Les pleurs silencieux de maman explosèrent en sanglots déchirants, le genre de pleurs profonds qui surviennent lorsque quelqu'un réalise qu'il a détruit quelque chose de précieux et d'irremplaçable. Elle s'agrippa au bord de la table, comme si c'était la seule chose qu'il aimait. On tenait debout, ses cheveux soigneusement coiffés, tombant pour cacher son visage. « Léa, s'il te plaît, » haleta-t-elle entre deux sanglots. « Je ne voulais pas. Je n'ai jamais voulu. » Mais ces mots se perdirent dans le chaos général qui avait éclaté autour de la table. Papa me fixait avec un mélange de choc et de quelque chose qui aurait pu être du respect, tout en essayant simultanément de digérer la révélation publique de secrets qu'il pensait avoir été enterrés en toute sécurité des décennies auparavant. Denis était passé du blanc au rouge, puis de nouveau au blanc,
ses yeux passant frénétiquement de Patricia à moi alors qu'il essayait de calculer l'ampleur des dégâts causés à son image si soigneusement construite. Patricia était assise parfaitement immobile, son visage un masque de sang-froid contrôlé, mais ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle assimilait les implications de ce qu'elle venait d'apprendre sur son fiancé. Elle, aimant, pour une fois dans sa vie, semblait n'avoir rien à dire. Sa bouche s'ouvrit et se ferma plusieurs fois, comme s'il essayait de formuler une sorte d'objection juridique à ce qui venait de se passer, mais aucun mot ne sortit. Oncle Roger et tante Géraldine semblaient vouloir disparaître dans leur chaise, regrettant clairement leur participation à ce qui était passé d'une intervention familiale à une destruction familiale. Le docteur et madame Lambert se reculaient déjà de la table, leur visage soigneusement neutre, mais leur langage corporel criait leur désir de s'échapper de cette situation le plus rapidement possible. Ce n'était pas le genre de dîner de famille raffiné auquel ils s'attendaient, et ils ne voulaient clairement aucune part de ce qui se passait ensuite. « Nous devrions probablement y aller, » dit doucement le docteur Lambert à sa femme, sa voix portant le calme professionnel qu'il utilisait probablement pour annoncer « air de mauvaises nouvelles aux familles des patients. » « Oui, » acquiesça rapidement madame Lambert, attrapant déjà son sac à main. « Cela semble être une affaire de famille qui devrait être réglée en privé. » Mais je n'avais pas encore fini. « Non, s'il vous plaît, ne partez pas à cause de moi, » dis-je, ma voix toujours calme, mais avec un tranchant qui fit figer tout le monde. Vous étiez si désireux de participer au jugement de mes choix de vie. Je détesterais que vous manquiez la conclusion de votre évaluation. Je me suis retournée vers ma famille, ces gens qui m'avaient élevé et prétendaient m'aimer, tout en minant systématiquement ma confiance et mon estime de moi pendant des années. Vous voulez savoir quelle est la vraie différence entre moi et tous les autres à cette table ? Demandai-je. Je suis la seule qui ait été assez courageuse pour affronter la vérité sur ma vie et faire les choix difficiles nécessaires pour la changer. Tous, les autres ici se cachent encore derrière des mensonges, des faux-semblants et l'argent des autres. Papa a finalement retrouvé sa voix. Léa, ça suffit. Tu as fait valoir ton point de vue. Il n'est pas nécessaire de... De quoi, papa ? L'interrompis-je. De dire la vérité ? D'arrêter de protéger les sentiments de tout le monde pendant qu'ils détruisent systématiquement les miens ? De refuser d'être le bouc émissaire de la famille ? Je le regardais droit dans les yeux. Cet homme qui avait lutté contre ses propres démons, mais qui ne m'avait jamais montré la grâce qu'il demandait maintenant. Tu veux que j'arrête de parler parce que tu es embarrassé ? Parce que nos invités sont mal à l'aise ? Où était cette préoccupation pour mon confort quand tout le monde expliquait à tour de rôle pourquoi ma vie était une telle déception ? Éléonore pleurait toujours. Mais maintenant, elle essayait de parler à travers ses larmes. « J'essayais de t'aider, » dit-elle, sa voix brisée et désespérée. « Je pensais que si tu l'entendais de la part de gens qui t'aiment, les gens qui m'aiment ne m'humilient pas devant des étrangers pour se divertir, » dis-je en la coupant. Les gens qui m'aiment n'utilisent pas un dîner de famille comme une occasion de mettre en valeur mes échecs. Les gens qui m'aiment me soutiennent quand je reconstruis ma vie. Ils ne me démolissent pas parce que mon succès ne ressemble pas à ce qu'ils pensent qu'il devrait être. J'ai pris mon manteau et mon sac, me déplaçant avec un calme délibéré vers la porte. Derrière moi, j'entendais le bruit des chaises qui raclaient alors que les gens bougeaient mal à l'aise, ne sachant s'il fallait essayer de m'arrêter ou me laisser partir. « Léa, attends !» appela Denis, sa voix se brisant légèrement. « On peut arranger ça, on peut en parler. » Je me suis retournée pour regarder mon petit frère, cette personne que j'avais protégée, pour qui j'avais menti toute notre vie et qui venait de participer à mon humiliation publique parce que c'était plus facile que de prendre ma défense. « Arranger quoi exactement, Denis ?» demandai-je.
Le fait que tu m'aies montré qui tu es vraiment quand ça comptait? Le fait que tu sois resté assis là à rire pendant que notre mère me détruisait? Ou le fait que ta fiancée sait maintenant que tu es capable de tromper et de mentir quand la pression monte? Le visage de Patricia était toujours un masque prudent, mais je pouvais voir les rouages tourner derrière ses yeux alors qu'elle assimilait non seulement ce qu'elle avait appris sur Denis, mais aussi ce dont elle avait été témoin concernant la famille dans laquelle elle s'apprêtait à entrer. Il n'y a rien à arranger, continuai-je. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous avons toujours été. Je suis juste la première personne dans cette famille à avoir été assez courageuse pour arrêter de faire semblant. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée, et cette fois, personne n'a essayé de m'arrêter. Derrière moi, j'entendais le bruit des chaises repoussées alors que les Lambert prenaient congé, suivis par les sons gênés des autres invités, ramassant leurs affaires et trouvant des excuses polies, mais hâtives. En atteignant la porte d'entrée, je me suis retournée une dernière fois pour voir ma mère, toujours en larmes, au bout de la table, et mon père, assis dans un silence stupéfait, à côté d'elle. Denis essayait d'avoir une conversation à voix basse avec Patricia, qui écoutait avec le genre d'attention clinique qu'elle utilisait probablement pour prendre les antécédents de ses patients. « Pour ce que ça vaut ?» dis-je, ma voix portant clairement à travers la maison. « J'espère qu'un jour, vous comprendrez que je n'ai pas détruit cette famille ce soir. J'ai juste arrêté de vous laisser m'utiliser pour maintenir votre dysfonction. Aimant. » J'ai ouvert la porte d'entrée et je suis sortie dans la nuit froide de Noël, laissant derrière moi la maison où j'avais grandi, la famille qui m'avait façonnée et les illusions qui m'avaient soutenue pendant 28 ans. La neige tombait toujours doucement et le quartier était illuminé de lumières de Noël qui rendaient tout magique et paisible. Je pouvais entendre des rires et de la musique venant d'autres maisons, des familles qui avaient vraisemblablement le genre de célébration de Noël que j'avais toujours cru que la mienne était. Je suis montée dans ma voiture et je suis restée assise un moment, mes mains tremblant alors que l'adrénaline de la confrontation commençait à se dissiper. Une partie de moi était dévastée par ce qui venait de se passer, par la destruction finale de toute prétention que ma famille était capable de m'aimer inconditionnellement. Mais sous la tristesse, il y avait autre chose. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'était du soulagement. Un soulagement pur et net du fardeau d'essayer de gagner l'approbation de gens qui avaient déjà décidé que je n'en valais pas la peine. Un soulagement du travail épuisant de prétendre que leur traitement à mon égard était normal ou acceptable. Un soulagement du doute constant et des remises en question qui découlaient de la tentative de répondre à des normes conçues pour être impossibles. En m'éloignant de la maison où j'avais passé les 18 premières années de ma vie, j'ai réalisé que pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais complètement libre de devenir qui je voulais être, sans le poids des attentes familiales, des soupirs déçus et des suggestions prudentes sur la manière dont je pourrais être meilleure. Je suis rentrée chez moi dans la nuit calme de Noël, mon esprit étonnamment clair malgré tout ce qui venait de se passer. Les rues familières de Valmont semblaient différentes, comme si je les voyais pour la première fois, sans le filtre des souvenirs d'enfance et des obligations familiales. Les décorations de Noël, qui avaient paru magiques plus tôt, ressemblaient maintenant à des décors de théâtre pour des performances que tout le monde était trop poli pour reconnaître. Quand je suis revenue à mon appartement au-dessus de la boulangerie Martin, je suis restée assise dans ma voiture quelques minutes, regardant les fenêtres de mon petit chez-moi. Les lumières étaient éteintes et, de l'extérieur, il semblait solitaire et humble comparé à la grande maison familiale que je venais de quitter. Mais en montant les escaliers étroits menant à ma porte d'entrée, j'ai réalisé quelque chose de profond. Ce petit espace était le premier endroit où j'avais jamais vécu qui était entièrement à moi, libre du poids des attentes et des jugements des autres.
À l'intérieur, mon appartement ressemblait à un sanctuaire. Il était minuscule, oui, et il sentait perpétuellement la cannelle et le pain frais de la boulangerie en bas. Mais il était honnête. Il n'y avait pas de photos de famille pleines de sourires forcés. Pas de meubles coûteux, achetés pour impressionner les visiteurs. Pas d'arrangements soignés conçus pour cacher le dysfonctionnement derrière de belles façades. Je me suis assise sur mon petit canapé et j'ai regardé mes modestes possessions. Les meubles d'occasion que j'avais achetés avec mon propre argent, les livres que j'avais lentement collectionnés, le petit sapin de Noël que j'avais décoré avec des ornements simples du magasin à 1 €. Rien de tout cela n'était impressionnant selon les normes de ma famille. Mais tout était réel. Mon téléphone a commencé à sonner vers 22 h. D'abord Denis, puis papa, puis même oncle Roger. Je les ai tous laissés aller à la messagerie vocale. Je n'étais pas prête à entendre leurs excuses, leurs explications, leurs tentatives de minimiser ce qui s'était passé ou de me convaincre que, d'une manière ou d'une autre, je surréagissais au fait d'avoir été publiquement humiliée au dîner de Noël. Au lieu de cela, je me suis préparé une tasse de tisane et je me suis assise près de ma petite fenêtre, regardant la neige tomber sur la rue calme en dessous. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je me sentais vraiment en paix. L'anxiété constante de savoir si je décevais ma famille avait disparu, remplacée par la simple certitude que j'étais exactement là où je devais être. Le lendemain matin, le jour de Noël, je me suis réveillée avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis avant que mon mariage ne s'effondre. Au lieu de passer la journée à répondre aux appels téléphoniques des membres de ma famille ou à m'apitoyer sur mon sort, j'ai décidé de faire quelque chose qui honorerait la personne que j'essayais de venir. J'ai appelé le foyer pour sans-abri local et j'ai demandé s'ils avaient besoin de bénévoles pour le service du repas du jour de Noël. La femme qui a répondu au téléphone a semblé surprise mais reconnaissante. Et moins d'1 heure plus tard, j'étais dans la cuisine du centre communautaire de Valmont, aidant à préparer le dîner de Noël pour des gens qui n'avaient nulle part où aller. Les autres bénévoles étaient un mélange d'âge et d'horizon, mais ils partageaient tous quelque chose qui avait totalement manqué à la table de Noël de ma famille. Une gentillesse et une acceptation sincère. Personne ne m'a posé de questions sur mon travail, ma situation amoureuse ou mes projets d'avenir. Personne ne m'a comparé à quelqu'un d'autre, ni suggéré des façons dont je pourrais vivre ma vie différemment. Au lieu de cela, je me suis retrouvée à travailler aux côtés de personnes qui étaient là simplement parce qu'elles voulaient aider. Il y avait Marguerite, une enseignante à la retraite qui faisait du bénévolat au foyer depuis 15 ans. Il y avait Jacques, un mécanicien local qui amenait sa fille adolescente avec lui chaque Noël pour aider à servir les repas. Il y avait le père Rodriguez de l'Église catholique qui réussissait à mettre tout le monde à l'aise, quelle que soit leur foi ou leur origine. En préparant les assiettes de dinde, de purée de pommes de terre et de haricots verts, j'ai réalisé que c'était ce que j'avais cherché depuis toujours. Un sens à ma vie qui venait de la contribution à quelque chose de plus grand que moi, plutôt que de la satisfaction des attentes des autres sur ce que ma vie devrait être. Les personnes que nous avons servies étaient reconnaissantes d'une manière qui m'a touché le cœur. Beaucoup d'entre elles étaient des familles qui avaient connu des temps difficiles, pas si différentes de ma propre situation après mon divorce. D'autres étaient ayant des personnes âgées qui n'avaient pas de famille à proximité ou des individus luttant contre des problèmes de santé mentale ou de dépendance. Mais aucun d'entre eux ne m'a traité comme si j'étais une marchandise endommagée ou une déception. Aucun d'entre eux n'a ri de mes difficultés, ni suggéré que mes problèmes étaient le résultat de défauts de caractère. À la fin de la journée, j'étais épuisée, mais plus heureuse que je ne l'avais été depuis des mois.
Alors que nous nettoyions la cuisine et rangions les restes de nourriture, Marguerite m'a demandé si je serais intéressée à aider pour leur service de repas hebdomadaire régulier. Nous cherchons toujours des bénévoles fiables, dit-elle avec un sourire chaleureux. Vous avez un contact naturel avec les gens et vous travaillez dur. Ce sont les qualités que nous apprécions le plus ici. C'était un compliment si simple, mais il signifiait plus pour moi que toute l'approbation conditionnelle que j'avais passé des années à essayer d'obtenir de ma famille. Voici quelqu'un qui voyait de la valeur en qui j'étais, pas en ce que je pouvais réaliser, accomplir ou acquérir. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec le sentiment d'avoir enfin trouvé ma place dans le monde. Ce n'était pas la place que ma famille avait imaginée pour moi, avec la carrière impressionnante, le mariage réussi et la maison dans le bon quartier, mais c'était réel, c'était à moi, et c'était construit sur des fondations d'authenticité plutôt que de faux-semblants. Au cours des semaines suivantes, les répercussions du dîner de Noël ont continué de se manifester. Denis a appelé plusieurs fois, finissant par laisser un message vocal qui m'a surprise par sa sincérité. Il s'est excusé pour son comportement et a admis qu'il luttait contre des doutes concernant ses fiançailles et ses choix de vie, mais qu'il avait eu trop peur d'être honnête sur ses centimes. NTS. Patricia, selon Denis, avait reporté leur mariage indéfiniment, le temps de digérer ce qu'elle avait appris sur lui et sa famille. La romance de conte de fées, qui semblait si parfaite de l'extérieur, était apparemment beaucoup plus compliquée lorsqu'on l'examinait honnêtement. Papa a envoyé une lettre écrite de sa main soignée, reconnaissant son problème d'alcool d'il y a des années, et s'excusant de ne jamais avoir abordé la manière dont cela m'avait affecté. Il n'a pas cherché d'excuses ni tenté de minimiser son comportement, ce qui a signifié plus pour moi que n'importe quel grand geste aurait pu le faire. La réponse de maman a été plus compliquée. Elle a appelé à plusieurs reprises, parfois en pleurant, parfois en colère, parfois en essayant de me convaincre qu'elle avait agi par amour et inquiétude. Elle semblait incapable de comprendre que ses intentions n'avaient pas d'importance lorsque ses actions avaient été si blessantes. Alors que l'hiver cédait la place au printemps, je me suis retrouvée à construire une vie complètement différente de tout ce que j'avais jamais imaginé, mais qui correspondait parfaitement à la personne que je devenais. Le nouveau travail à Dijon s'était avéré encore meilleur que je ne l'avais espéré. Mon supérieur appréciait mon éthique de travail et ma créativité, et on m'a rapidement confié plus de responsabilités et d'autonomie que je n'en avais jamais eu auparavant. Plus important encore, je nouais des relations avec des gens qui valorisaient l'authenticité plutôt que la réussite. Mon travail de bénévole au foyer avait débouché sur des amitiés avec des personnes de tous horizons, unies par un engagement commun à aider les autres plutôt qu'à se faire concurrence. J'ai commencé à voir une psychologue, le docteur Sophie Chen, qui m'a aidé à comprendre les dynamiques qui avaient façonné mes relations familiales et mon propre sentiment de valeur. Au fil de nos séances, j'ai commencé à voir comment des années d'amour conditionnel et de critiques constantes m'avaient appris à douter de mes propres perceptions et à accepter un traitement que personne ne devrait avoir à tolérer. Le dysfonctionnement familial crée souvent un bouc émissaire, m'a expliqué le Dr Chen lors d'une de nos séances. Une personne devient le réceptacle de tous les problèmes et de toute la honte de la famille, permettant à tous les autres de se sentir mieux dans leur peau par comparaison. Se libérer de ce rôle demande un courage énorme, car cela signifie renoncer à l'espoir de pouvoir un jour gagner leur approbation en étant assez parfait. Cette prise de conscience a été à la fois douloureuse et libératrice. Elle expliquait tant de choses sur la dynamique de ma famille et m'a aidé à comprendre que leur traitement à mon égard n'avait jamais vraiment été une question de mes échecs ou de mes lacunes. Il s'agissait de leur besoin d'avoir quelqu'un à blâmer pour leurs propres déceptions et leurs attentes non satisfaites. Le printemps a également apporté un développement inattendu dans ma vie personnelle. Grâce à mon bénévolat,
J'avais rencontré Hervé, un professeur de lettres au lycée qui aidait à coordonner le programme d'alphabétisation du foyer. Il ne ressemblait en rien aux hommes que ma famille aurait choisis pour moi. Pas de titre de poste impressionnant, ni de relations prestigieuses. Mais il était gentil, drôle et sincèrement intéressé par mes pensées et mes sentiments. Pas seulement par mon potentiel à rehausser sa propre image. Hervé avait traversé ses propres épreuves, y compris un divorce difficile avec quelqu'un qui avait essayé de tout changer chez lui. Notre relation s'est développée lentement, construite sur l'amitié et le respect mutuel, plutôt que sur la passion et les promesses. Nous faisions de longues promenades dans le parc, discutant de livres, d'idées et de rêves qui n'avaient rien à voir avec le fait d'impressionner les autres. Tu es la personne la plus authentique que j'ai jamais rencontrée, m'a-t-il dit un soir, alors que nous étions assis sur un banc à regarder le coucher de soleil sur le lac. Tu n'essaies d'être personne d'autre que toi-même, et c'est incroyablement rare et beau. C'était un genre de compliment si différent de ceux que j'avais l'habitude d'entendre. Au lieu de me louer pour mes réalisations ou mon apparence, il célébrait mon caractère, ma volonté d'être vulnérable et honnête sur mes luttes et ma croissance. L'été venu, j'avais emménagé dans un appartement plus grand, toujours à Valmont, mais dans une résidence qui me semblait plus un foyer que n'importe quel autre endroit où j'avais vécu. J'avais un travail que j'aimais, un travail de bénévole significatif, de véritables amitiés et une relation amoureuse basée sur le respect mutuel et une connexion authentique. Le plus surprenant, c'est que j'ai découvert que je ne pensais presque plus à l'approbation de ma famille. L'anxiété constante de savoir si je les décevais avait été remplacée par un profond sentiment de paix qui venait du fait de vivre selon mes propres valeurs plutôt que leurs attentes. Denis et moi avions commencé à reconstruire notre relation, lentement et prudemment. Il avait mis fin à ses fiançailles avec Patricia, une décision qui avait été difficile, mais finalement honnête. Il suivait également une thérapie, travaillant à comprendre son propre rôle dans le dysfonctionnement de notre famille et apprenant à faire des choix basés sur ses propres besoins plutôt que sur des pressions extérieures. « Je t'enviais », a-t-il admis lors d'une de nos conversations autour d'un café. Même quand tout le monde te critiquait, une partie de moi enviait ton courage d'être simplement toi-même. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être celui que tout le monde voulait que je sois. Et je n'ai aucune idée de qui je suis réellement sous toutes ces attentes. C'était une conversation que je n'aurais jamais pensé que nous aurions. Et cela m'a donné l'espoir que notre relation pourrait être reconstruite sur des fondations d'honnêteté, plutôt que de compétition et de comparaison. Papa et moi retrouvions aussi lentement notre chemin l'un vers l'autre. Il avait commencé à assister aux réunions des alcooliques anonymes et travaillait à réparer les torts que son alcoolisme avait causés à notre famille. Nos conversations étaient maladroites au début, mais sont devenues progressivement plus ouvertes et authentiques. Maman est restée la relation la plus compliquée. Elle semblait incapable de dépasser son besoin d'avoir raison concernant la confrontation du dîner de Noël, alternant entre excuses et justifications d'une manière qui rendait toute véritable conciliation impossible. J'avais appris à l'aimer à distance, me protégeant de son besoin de contrôler et de critiquer tout en honorant les aspects positifs de notre histoire commune. 1 an après ce dîner de Noël dévastateur, je me suis retrouvée à réfléchir à la façon dont ma vie avait complètement changé. Je n'étais plus la femme anxieuse et soucieuse de plaire qui avait désespérément cherché l'approbation de personnes incapables de la donner inconditionnellement. Au lieu de cela, j'étais devenue quelqu'un qui connaissait sa propre valeur, indépendamment de la validation externe. La leçon que j'ai apprise cette nuit-là, livrée de la manière la plus cruelle possible, a finalement été le cadeau le plus précieux que j'aurais pu recevoir. La compréhension que le fait d'être méprisé par des gens qui devraient vous aimer en dit long sur eux et rien sur vous.
J'ai appris que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser de cautionner le dysfonctionnement des autres, même lorsque ce refus a un coût personnel élevé. J'ai appris que l'authenticité a plus de valeur que l'approbation et que construire une vie basée sur ses propres valeurs est plus gratifiant que de réussir selon la définition de quelqu'un d'autre. Plus important encore, j'ai appris que la famille ne se résume pas seulement aux liens du sang. Il s'agit des personnes qui vous voient clairement, vous aiment quand même, et soutiennent votre croissance, plutôt que d'exiger votre conformité. Certaines de ces personnes peuvent partager votre ADN, mais beaucoup d'entre elles seront la famille que vous choisirez, créée par des valeurs partagées et un respect mutuel. Assise dans mon appartement confortable, entourée d'amis qui célébraient mon moi authentique plutôt que d'exiger une performance, j'ai réalisé que ma mère avait eu raison sur une chose. J'avais eu honte de moi pendant des années, et pas pour les raisons qu'elle pensait. J'avais eu honte de ma volonté d'accepter un traitement que je ne méritais pas, de mon empressement à chercher l'approbation de gens qui utilisaient l'amour comme une arme, de mon incapacité à me défendre quand c'était le plus important. Maintenant, je me sentais fière de la femme que j'étais devenue, en survivant à cette honte et en choisissant quelque chose de mieux. Fière de mon petit appartement qui reflétait mes valeurs plutôt que mes revenus. Fière de mon travail qui faisait une différence dans la vie des gens plutôt que de simplement impressionner les observateurs. Fière de mes relations qui étaient bâties sur l'authenticité plutôt que sur la convenance. Ce dîner de Noël a été la pire et la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Il a détruit mes illusions sur l'amour familial inconditionnel, mais il m'a libérée pour construire quelque chose de réel et de durable à sa place. Parfois, les personnes qui nous blessent le plus nous offrent les plus grands cadeaux, non pas par leurs intentions, mais par leur volonté de nous montrer exactement qui elles sont lorsque les masques tombent. J'ai appris qu'être authentique dans un monde qui récompense les faux semblants est à la fois le choix le plus difficile et le plus gratifiant que l'on puisse faire. Et j'ai appris que les personnes qui valent la peine d'être dans votre vie sont celles qui vous aiment, non pas malgré vos difficultés, mais en raison de votre courage à les affronter honnêtement. Avez-vous déjà vécu un moment qui a complètement changé votre façon de voir vos relations familiales? Partagez votre histoire dans les commentaires. Parfois, les expériences les plus douloureuses deviennent nos plus grands maîtres. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour plus d'histoires de vie sur la façon de trouver la force des situations difficiles. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que sa valeur n'est pas déterminée par l'approbation des autres. Merci d'avoir écouté mon histoire et rappelez-vous que se choisir n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Je vous souhaite à tous le courage de vivre authentiquement et la sagesse de vous entourer de personnes qui célèbrent votre vrai vous.